Saga Storyfy présente Trop blanc pour vous, écrit par Yvan Landis, lu par Briac Quero. Avertissement. Ce livre est une œuvre de fiction basée sur une histoire réelle. Les noms ont été modifiés afin de préserver l'anonymat des femmes et hommes défunts ou toujours en vie à l'heure actuelle. En ce qui concerne donc les personnages et les situations, toute ressemblance avec des personnes physiques ou morales, des situations existantes ou ayant existé, ne saurait être que fortuite. Résumé. Roux et fils unique, Michel grandit auprès d'une mère sans mesure. Elle le couvre d'amour, guide et construit sa vie de petit blanc des hauts. Peau blanche et constellée de taches de rousseur, il n'en est pas moins insulaire, créole et réunionnais. Au moindre éloignement du giron maternel, il ploie sous les attaques les plus inattendues de la férocité humaine, dont un racisme qui ne montre pas son visage et ne dit pas son nom. En parcourant la Réunion des années 70, nous plongeons dans les paradoxes et la diversité de sa population. L'histoire est aussi la fresque d'une vie brutale et vouée à l'oubli, une réflexion sur l'isolement, l'amour aveugle d'une mère et un plaidoyer contre la bêtise, la brutalité, le rejet et le racisme. On peut juger de la couleur de la peau par celle des cheveux qui, chez les Égyptiens, les meilleurs philosophes du monde, étaient d'une si grande conséquence qu'ils faisaient mourir tous les hommes roux qui leur tombaient entre les mains. De l'esprit des lois 1748 de Charles de Secondat, baron de Montesquieu. Les fils ne savent pas que leurs mères sont mortelles. Albert Cohen. L'amour d'une mère pour son enfant ne connaît ni loi, ni pitié, ni limite. Il pourrait anéantir impitoyablement tout ce qui se trouve en travers de son chemin. Agatha Christie. Aux mères insensées qui ne savent heureusement pas où mène la déraison. Les nuages se fanent. L'animal agonisait, coincé jusqu'à l'encolure. Accroupi, Michel profitait du spectacle. Son visage constellé de taches de rousseur couronné par une tignasse de feu soutenait une mâchoire carrée faussement solide. À 9 ans, il était marqué comme un sauvageon. Ses grands yeux rêveurs soulignaient une expression hébétée si bien que l'on prenait pour un benet. Impassible, il fixait le maillage des barbelés qui s'enfonçaient dans le poil ensanglanté. À chaque mouvement saccadé, les pointes de fer entamaient la chair pour en sortir un sang vif. La bête gémissait, terrorisée par son étranglement. La plainte se perdait dans la campagne environnante. Le coteau verdoyant grimpait brutalement vers les hauteurs. Le village, cerné par les hauts sommets, était une prison naturelle, un rempart au temps. En dévalant la pente avec ses congénères, le Roquet, le petit bâtard s'était cru plus intelligent que la meute. Il avait voulu se glisser sous la clôture. Et maintenant il était coincé sur la bordure du champ, un morceau de viande sanguinolent, prêt à crever sur le bord de la route. L'enfant avait enlevé ses savates de doigts, c'est comme ça qu'on nommait les tongs dans son pays. L'intérieur était déjà jauni par les marques des pieds. La sangle bleue en plastique mou sortait allègrement du trou entre les orteils. Certains rafistolaient la chose bon marché, mais les enfants préféraient la perdre en route que la bricoler. Elles attendaient à ses côtés le temps de trouver une grosse pierre, un roche, un gros galet. Il y en avait parfois dans les fossés. On en trouvait de toutes sortes avec le ravinement des sommets. Heureusement, il n'y en avait pas ce jour-là. C'était un réflexe entre camarades d'école. Achever l'animal agonisant à coups de pierre semblait une tradition logique. Ce n'est qu'à la décomposition du cadavre que les enfants prenaient conscience de la mort. Une conscience légère et éphémère, car il recommençait. Il chaussa ses savates sur ses mains en guise de gants. Tous ceux qui héritaient du rôle de gardien de but le faisaient. Protection contre le poiquage des mains, mais pas des morsures. Il s'approcha lentement. Le regard agité, l'animal étouffait ses gémissements. Un enfant n'aurait pas eu la bonne intention de le libérer. Il se mit alors à grogner. Michel recula, se percha à nouveau au bord de la route. Il chaussa tranquillement ses savates, se redressa. Il prit cette résistance comme un affront et se retint de cracher à la gueule du martyr. Il inspira profondément pour retenir un juron, se détourna pour gravir la pente. Sous le gros soleil, l'enfant s'éloigna sans se retourner. Les gémissements lointains lui étaient savoureux. Pour la première fois, le rouquin goûtait à la joie d'avoir eu un être à sa merci. Avec un bon galet, il aurait pu lui écraser le crâne, le réduire en bouillie, ce sale bâtard à la robe jaunie de taches brunes. Ces chiens se reproduisaient partout et avec n'importe quelle autre race. Il ne comprenait pas pourquoi certains comparaient son propre peuple à ces animaux stupides. Tout le monde était métissé. Mais chacun avait sa couleur. Il devait ne pas avoir eu de chance, nez roux et éclaboussé de taches de rousseur.
Au soleil, elle devenait plus foncée. D'une à l'autre, la peau restait blanche, sans devenir rouge comme celle des oreilles. C'est peut-être pour ça que sa mère l'appelait de temps en temps mon petit Caf. Il n'avait rien à Cafre, mais ça ne manquait jamais de faire rire. Dans 2 jours, il allait subir la rentrée des classes. Il avait déjà 9 ans, mais il passait en cours élémentaire 1. Ce n'était pas une année de retard. L'école n'était qu'un moment à passer dans une vie. S'il atteignait le certificat d'études, sa famille le porterait en triomphe. Comme c'était loin la fin de l'école. Il arriva à l'entrée de sa maison sans croiser une seule voiture. À 7 heures, aucun conducteur ne s'aventurait dans les virages interminables de la départementale numéro 1. Le Dodane était encore un village des Hauts, loin de tout, hors du temps. La grille vermoulue par les pluies grinça, signal de son retour. Sa mère était déjà à la porte pour l'accueillir. Elle se tint dans l'ombre pour laisser Michel se glisser à l'intérieur. Il y faisait frais. Une odeur subtile de caripoulet flottait dans le couloir aux tomates rouges. Le petit se colla contre elle pour se faire câliner. Ses bras ne parvenaient pas à faire le tour de l'imposante maîtresse de maison. Sa mère était seule, tout à lui, son unique et grande famille. Elle plongea ses doigts robustes dans la tignasse flamboyante pour le recoiffer avec douceur. Chapitre 2. À l'arrière de la maison, une double porte s'ouvrait sur une terrasse grise en béton. Un escalier dans le même état de travaux inachevés plongeait vers une cour verdoyante. À travers les feuillages, on distinguait un sentier naturel qui rejoignait la frontière de la propriété. Cette limite prenait la forme d'une enfilade de cagibi rafistolés, de tôles et de grillages. La chaleur pesante entretenait une odeur agressive de fiente. Au quotidien, Michel venait nourrir les poules et s'il ne s'y rendait pas, sa mère venait y extraire des œufs ou un volatile pour la marmite. Michel s'était assis sagement à la table recouverte d'une toile cirée. Le couvert était mis pour 2 personnes. Il occupait sa place, en bout de table, habitué à être servi en roi. La plupart du temps, son regard se perdait au loin. Par temps clair, on distinguait les bords de l'océan, une partie de la ville du port, coup de pinceau dans le paysage ou quelques moutons de houle sur l'immensité profonde. De part et d'autre, les sommets taillés dans le verre lui étaient plus familiers. Michel était un enfant des Hauts, dit un yab si vous voulez. Ajoutez-y le qualificatif de petit pour parler des blancs des hauteurs de l'île. Son âme voguait sur les hauteurs et c'est tout ce qui comptait en ce samedi. La partie dressée de la table était à moitié dans l'ombre. Il faisait assez frais pour s'y sentir en appétit. La mère revint avec le plat de riz, un saladier blanc décoré de petites fleurs bleues. Les week-ends, le petit était servi comme au restaurant. Pas de marmite de riz sur la table. Il n'avait que 9 ans, mais un garçon devait s'habituer le plus tôt possible à vivre en chef de famille. C'est ce que pensait Rosaline, tout en naviguant de la cuisine à la table du repas. Les grains haricots rouges baignant dans une sauce Bordeaux, le rougail tomate concocté avec les piments oiseaux du jardin, et enfin le curry poulet servi dans un long plat en métal rutilant. Tout y était. Malgré sa corpulence, la jeune femme s'assit délicatement à table, les jambes de côté, prête à se relever si le garçon réclamait autre chose. Tout au long du repas, elle restait ainsi dans cette position inconfortable, habituée à veiller sur son petit. Il était bien éduqué. Malgré une faim de loup, Michel attendit que sa mère se mette à servir. Elle commença par le riz blanc, les grains et enfin le curry. Une cuillère ou 2 sauces. Il avait le droit de se servir lui-même du rougail. À La Réunion, c'est une affaire de dosage et de coutume. Ceux ou celles qui le gardent au bord de l'assiette par prudence ou pour y revenir par dose ou bien mélanger le tout au grand risque d'avoir la bouche en feu. Aucun Réunionnais n'avait peur de se brûler la bouche. Même à faire monter les larmes aux yeux, tous en étaient fiers. Michel attendit que Rosaline se servit. Il lui tardait d'engloutir son plat, mais il appréciait plus encore la fierté de sa mère. Au cours de cet instant, si long pour l'affamer, Michel contemplait les cheveux châtains de sa mère. Ils voletaient sur sa nuque blanche, remontaient en vagues pour se perdre dans les rouleaux de son chignon. Étrangement, Rosaline ne suait qu'au soleil, jamais à la tâche. Elle s'activait avec ardeur et sans hésitation. Il suffisait de s'y mettre sans réfléchir et tout devenait simple. Une fois servie, elle lui adressa un sourire éclatant. Une dentition parfaitement blanche, pommettes et arcades saillantes, un haut front plongeant sur un regard bleu, le portrait de Rosaline était le seul repère de l'enfant unique. Michel eut envie d'interroger sa mère au sujet de son père, mais il s'abstint. Il préféra manger en paix sans assombrir le portrait détendu de sa mère. Elle mangea en suivant le rythme de son fils. De temps à autre, un geste de sa main puissante pour le prévenir de ralentir sur le rougail.
L'enfant inspirait par la bouche et par saccades, tentative bien vaine pour souffler le feu du piment. À la campagne, on parlait peu, ou du moins, on parlait sans ouvrir la bouche. Tout se disait sans avoir à en faire de la poésie. Tout était si simple et beau qu'il suffisait d'avoir conscience de son paradis. Michel le savait dans son silence. Son assiette était vide. Elle lui proposa d'en reprendre, mais il refusa. Rosaline étouffa un petit rire moqueur. Quel parfum de glace voulait-il ? Sans attendre la réponse, elle se leva pour aller vers le réfrigérateur. Lorsqu'elle revint, Michel se tenait la tête, déjà groggy par un début de digestion. Fallait-il faire le cartable comme prévu ? Elle posa la glace devant lui avec une petite cuillère, se pencha pour murmurer à son oreille. « Tu pourras descendre si tu veux. Après, on verra. »« Oui, maman. » Il se mit à rougir de joie. Chaque émotion vive se lisait sur son visage. Il ouvrit la petite bouteille en plastique vert pour se jeter sur la glace. C'était de la glace au rhum raisin, emprisonnée dans une imitation de bouteille de champagne. On parlait de réclame et tout se voulait innovant du moment où l'attention des enfants était retenue. Même Michel n'y échappait pas. Il acheva son dessert et partit en courant dans la cuisine pour laver lui-même son récipient. Il conserva la petite bouteille, un jeu de plus. Tout pouvait être un jeu. Il alla se laver les mains pendant que Rosaline débarrassait la table. Chapitre 3. Sans attendre une demande de sa mère, Michel se mit au travail. Celui-ci consistait à nourrir les poules et à nettoyer leur cage. N'importe qui aurait dégobillé son repas à accomplir la besogne à cette heure de la journée. Il rejoignit le devant de la maison, laissa la porte entr'ouverte et se faufila entre les parterres de fleurs qui quadrillaient le jardin de façade. Tant qu'il n'y avait pas de roses ou des fleurs aux couleurs vives, la plateforme bétonnée faisait figure de cour pour lépreux. Le béton écaillé des allées et les bordures arrondies des cadres de terre bourgeonnaient de moisissures immondes et de pelures d'asphalte qui donnaient à penser aux maladies de peau. Pourtant, ces jardins étaient censés offrir aux visiteurs l'apparat de la réussite. La maison de Rosaline Sentier resterait pour longtemps un exemple typique des maisons créoles. Bien qu'en tôle ondulée, le toit en pointe crachait une couleur verte, pétillante. Entouré de solides gouttières, il portait comme une parure, une décoration dentelée de fleurs de lys qui pointait vers le sol. Il ne manquait qu'une véranda pour offrir à la demeure une allure de lithographie. Même perdu au sommet des montagnes, le Réunionnais voulait un logis seigneurial. Les années 60 fleuraient encore le siècle précédent. Tout était encore magique. Comme ce robinet en laiton jaune que Michel ouvrit à deux mains pour remplir à moitié un seau de plastique rose. Il referma consciencieusement la rivière d'eau. Ils avaient beau profiter de ce privilège, il ne fallait pas exagérer. Même à moitié plein, le seau l'obligea à se tenir de côté. Il contourna la maison par la droite où descendait un escalier bancal. Il ne lui serait jamais venu à l'idée de traverser la maison avec le seau au risque de tacher le sol de gouttes d'eau. Le sol intérieur était d'une propreté impeccable, presque agressive, copieusement javelisée. Pas à pas, Michel parvint au bas des marches pour emprunter un chemin de terre qui rejoignait celui qui venait de la partie opposée de la maison, de la terrasse perchée. Il posa délicatement le seau devant la porte pour défaire le verrou. Posé sur un monticule de parpaing, il ouvrit le couvercle d'une touque. À l'aide d'une boîte en fer blanc qui rouillait avec zèle, il préleva un mélange de graines à l'intérieur et referma. Il était temps d'affronter la volaille. Une fois à l'intérieur, il bloqua la porte grinçante avec un gros galet. La chaleur y était suffocante. Des vagues de puanteur montaient du sol. Les fientes baignaient dans leur océan microbien. Michel détestait cet endroit. Il n'en parlait jamais. C'était familier comme l'habitude. Comme la condition de tous ceux qu'il avait croisés depuis ses premiers pas. Il commença par l'eau. Les rigoles des cages s'étaient asséchées depuis de bonnes heures. Certaines poules s'y jetaient, affamées. Elles y trempaient leur bec pour tromper la faim. Michel en profitait pour ouvrir chaque cage et remplir les gamelles de fer. Elles y formaient rapidement un cercle de plumes pour s'y nourrir. Après un rapide tour d'inspection, l'enfant ressortait pour ramener le seau qu'il accrochait par l'anse au robinet. Il en profitait pour se rincer les doigts, les essuyer rapidement sur les poches arrière de son short pour se présenter à l'entrée de la maison. Fidèle au poste, sa mère ouvrait la porte. Pour lui montrer qu'il était sage, il se rendait à la salle de bain pour s'y laver les mains au savon de Marseille. Il n'oubliait jamais d'essuyer la coupole du savon pour que le cume ne s'y transforme pas en pavé indéboulonnable. En revenant au salon,
il découvrit que sa mère s'activait à préparer son cartable. Elle soupira comme une élève à son premier jour d'école. Pas besoin de lui demander ce qu'elle ressentait. Ce que son fils vivait, elle le sentait. Elle le vivait aussi. Il était dans sa chair. « Tracasse pas, mon caf. Nous va fait tout à l'heure. » Son soulagement prit le pli d'un sourire en coin. Elle lui fit signe d'approcher pour lui saisir la main droite. Elle y déposa une pièce de 10 francs. La pièce en cuivre jaune valait une fortune, même en francs CFA. Sur la partie pile, un blason de la Réunion, et sur l'autre, une Marianne imposante lui faisait penser à sa mère. Il pouvait acheter ce qu'il voulait à la boutique. Malgré le feu vert, il savait qu'il ramènerait une bonne partie de la somme en monnaie. Quelques bonbons lui suffiraient largement. Dans 2 heures, la boutique ouvrirait ses portes. Il en savourerait la visite. Sa main se referma sur la pièce. Il posa un baiser bruyant sur la joue que sa mère lui tendait. Chapitre 4. Le soleil encore haut lançait des rayons d'aiguille. Michel sentait ses brûlures infimes sur ses avant-bras. Plus petit, on s'était bien battu pour qu'il protège ses bras avec des chemises à manches longues, mais couvrir les enfants de vêtements tenait plus de la torture que de l'affection qu'on leur portait. Le poing gauche serré sur sa pièce, il traversa la cour, passa le portail grinçant pour remonter la route le long du muret. L'entrée principale était appelée barreau, alors que le second portail à quelques mètres plus haut et qu'on n'ouvrait jamais conservait son nom. La maison créole s'étalait sur un grand terrain. On aurait pu y loger une famille d'une dizaine de personnes et même y transformer la plus grande pièce en salle de bal. Le chemin, toutes les voies portaient le nom de chemin, qui demeurait la route principale, n'était bordé que de fossés grossiers. Aucun trottoir ne consolidait le village, mais des avancées grossièrement bétonnées valorisaient les commerces. Quelques poteaux électriques supportaient le poids des câbles qui grossissaient tous les mois. Dans peu de temps, les chemins seraient éclairés. Une promesse municipale de plus. La consigne pour Michel était de revenir avant 18 heures. Après 19 heures, la nuit tombait brutalement sur les hauteurs de l'île. Pourtant, la boutique ne se trouvait qu'à 400 mètres de là. On en voyait même une partie de la maison des Sentiers. À la courbe d'un virage brutal, le commerce attirait le regard. Point lumineux de placardage publicitaire dans le vert paysage. Le toit rouge le rendait incontournable. Ce n'était pas loin, mais Michel redoutait de s'y rendre. Il craignait ceux qu'il pouvait trouver sur le chemin. Et l'on croisait toujours du monde, comme ce groupe d'adolescents qui redescendait de l'autre côté. Avant même qu'ils aient pu remarquer sa présence, Michel baissa la tête. Il garda ses mains dans les poches pour paraître encore plus invisible. L'un d'eux pourtant ne put s'empêcher de l'interpeller, plus par ennui que par réel intérêt. « T'as acheté Coden ?» C'était une moquerie gratuite et qui n'appelait aucune réponse. Ce qu'ils attendaient, c'était bien un silence de soumission ou mieux encore que l'enfant se mette à courir. Mais il poursuivit sa route au même rythme. Pour être certain que l'intéressé avait bien entendu, l'imbécile insista. « Oh toi, vi faire mon gueule !» Trop content de revenir de la boutique, le groupe poursuivit son élan. De son côté, Michel franchit les derniers mètres en contenant sa douleur, une violente envie de révolte qu'il caressait comme un chat courroucé. Une fois chez le commerçant, le feu se transforma en braise et s'éteignit dans sa poitrine. Perché sur une chaise haute, M. Lu Yang accueillit le petit d'un mouvement de tête saccadée. À chaque fois, Michel en souriait intérieurement. Il s'imaginait un poulailler géant dans les contes de Mille et une nuits. Viviane, sa femme, qu'il appelait Vivi, naviguait derrière les comptoirs qu'elle dépassait à peine. On ne voyait que ses yeux, son front buriné et ses cheveux noirs bien tirés en arrière. À gauche, la partie magasin était protégée par de grandes boîtes vitrées qui faisaient penser à des aquariums géants et formaient un L. À l'intérieur étaient exposées toutes sortes de nourritures. Seuls les Loyang avaient le droit d'y accéder en coulissant les vitres. Il les refermait aussitôt pour empêcher toute intrusion d'insectes, particulièrement de grosses mouches noires qui se prenaient pour des bourdons. Cette enfilade se poursuivait à droite par un comptoir qui faisait office de café. On pouvait s'y asseoir à 3 sur de hauts tabourets de bois. Là se faisait sûrement le commerce le plus rentable, les boissons et toutes les ventes au détail. Tous les jeunes évitaient soigneusement ce coin, par habitude, par instinct et surtout par prudence. Les hommes y élevaient la voix comme des lions cracheurs de feu. On n'en était pas loin après quelques godets de petits verres de rhum qu'ils avalaient cul sec. Le célébrissime rhum Charrette était le plus demandé. Avec ses 49% par volume, il écrasait le plus vaillant des alcooliques. À la fraîcheur de la boutique,
Les plus fiers tenaient la distance, mais en sortant sous le soleil, quelques-uns rentraient chez eux en titubant et la plupart s'écroulaient dans le fossé, le temps qu'il fallait pour retrouver leurs esprits. On les appelait les bougs. Oui, de sacrés bougres qui portaient des chapeaux froissés par les journées de labeur. Les enfants n'en avaient peur que chez eux. Sur les chemins, ils étaient faciles à semer. Michel laissa M. Loyang en pleine conversation avec l'un d'entre eux pour se diriger vers le magasin. Seule, la femme du propriétaire lui laissait le temps de choisir. Quand ils étaient plusieurs, elle leur demandait tout de suite ce qu'ils voulaient. En groupe, ils chapardaient. Le gamin prit son temps. Il connaissait le goût de tous les bonbons qui remplissaient les bocaux. Il s'arrêta sur ceux dont il sentait déjà l'acidité en bouche. Il suffisait de les pointer du doigt et Madame Loyang remplissait d'une poignée un petit sac en papier qu'elle sortait comme par magie de derrière le comptoir. Sous le papier transparent en papillote, ils avaient la forme d'une petite banane bariolée de traits marrons. Malgré la couleur jaune vive et la promesse du goût, le parfum banane était grossièrement artificiel. Le goût des vraies bananes était au-delà, un ravissement, mais les enfants savouraient ces bonbons pour leur saveur factice, l'étincelle en bouche de l'acide citrique, une sorte de plaisir citadin. Michel pointa du doigt les bonbons pistaches. On les nommait ainsi car ils avaient la forme de cacahuètes. Dans les fêtes ou les tribunes des stades, les marchands ambulants proposaient des cornets de pistaches grillés, des cacahuètes cuites au feu de bois qu'on entassait dans des cornets de papier journal. Là encore, il était facile de sentir la différence. Il y avait la palette des goûts naturels et les imitations. Le bonbon faisait office d'un tour de manège, éphémère. Le petit roux en était déjà à 4 sachets de bonbons, juste ce qu'il fallait pour remplir ses poches. Accroché au mur, il découvrit un nouveau jouet. Selon le dessin grossier de l'emballage, il s'agissait d'un cerf-volant. Avec ses 10 francs, il pouvait largement en faire l'acquisition, mais il se raisonna. Sa mère ne roulait pas sur l'or. Elle saurait faire ce qu'il faut des sous qui restaient. Il paya et sortit avec la monnaie en poche. En redescendant la route, il fit attention à bien dissimuler ses poches bombées à l'aide des pans de sa chemise. Il suffisait de croiser un autre groupe de plus grands et c'était la fin. Il l'aurait dépouillé à coup sûr. À quelques mètres du barreau, Michel s'assombrit comme un adulte. Il avait renoncé au cerf-volant par peur, par certitude. Il n'en aurait profité qu'une seule fois. Les autres seraient venus le lui prendre. Résister ? À quoi bon ? Il l'aurait détruit. La vie était dure, mais les autres étaient méchants, sans arrêt méchants. Rosaline lui ouvrit avec le sourire, mais elle comprit qu'il pensait à la rentrée scolaire. Elle avait préparé son cartable. Il n'avait pas à s'en soucier. Installé sur la terrasse, l'enfant se mit à manger les bonbons un à un. Sa mère le complimenta pour l'encourager, mais son esprit était ailleurs. Il acquiesçait par de brefs murmures. Il y avait 2 façons de manger les bonbons pistaches, les croquer ou les sucer pour attendre que la surface fonde tout doucement avant d'atteindre le biscuit. Il fit durer le plaisir. Même artificiels, les compliments d'une mère ont la saveur de la vérité. Chapitre 5. Le dimanche s'écoula comme un jour ordinaire. Après le ronronnement de la messe, l'après-midi demeura plié dans une léthargie de vacances. Michel savourait le plein soleil mêlé à la fraîcheur du mois d'août. La sieste était non seulement autorisée, mais encouragée par Rosaline. Il pouvait même dormir sur le lit de sa mère. Elle ne le défaisait pas bien sûr, mais le rejoignait après avoir fait la vaisselle. Elle s'y enfonçait timidement pour ne pas réveiller son enfant. Le journal attendait sur la table de nuit, le temps qu'elle achève une grille supplémentaire de mots croisés. Tourner les pages bruyantes du quotidien eût rompu le silence impeccable du repos dominical. Ce petit garçon était son bijou. Elle souriait d'aise à décrypter le souffle de l'ange roux. Il faisait semblant de dormir pour mieux être câliné, mais elle préférait le laisser croire qu'elle ne voyait rien. Lorsqu'il s'endormait pour de bon sur le couvre-lit, elle s'éclipsait jusqu'à l'heure du goûter. Le soir, elle passait tout le temps nécessaire à le bercer pour qu'il puisse retrouver le sommeil. Avant le chant du coq, Michel était assis au bord du lit. Bien que plongé au bout de l'océan, le soleil lançait déjà ses plus puissants rayons sur les sommets de l'île. Pas encore de chaleur, mais le ciel crachait son azur avant le plein jour. C'était le privilège de la première heure, la bénédiction pour de mondes les hauts. Oui, les gens des hauts, ceux qui avaient osé vivre autrement.
Le garçon était affublé d'une robe de chambre brodée, un petit prince endimanché, presque un poupon de grande taille. Il posait ses pieds sur le carrelage, assez longtemps pour s'acclimater au froid. Enfin prêt, il se rendait à la salle de bain, ouvrait la petite fenêtre en lucarne pour permettre aux araignées égarées de rejoindre le jardin, actionnait l'interrupteur en prenant soin de rester debout sur le tapis de bain rose pâle. C'était la consigne. Il suffisait d'observer l'interrupteur pour comprendre l'évidence du danger. Un petit levier vertical planté dans une cloche de plastique grossier d'où s'échappait un fil bleu qui courait le long d'une plinthe de bois. L'électricité n'était pas normée, comme tout le reste dans ce coin perdu de la France. Un de ces outre-mer inconnus. En se frictionnant le visage avec un gant, Michel se projetait en classe, déjà étourdi par toutes ces leçons indigestes. Il était encore possible de repousser ses pensées irritantes jusqu'au moment fatidique. À 7 heures, devant le barreau, tiré à 4 épingles, chargé comme un mulet, cartable en cuir marron plus large que sa carrure, Michel observait sa mère qui verrouillait la porte. Elle le prenait délicatement par la main pour descendre la route. À un peu moins de 3 kilomètres en aval, ils s'approchèrent de l'établissement. Le flot de familles grossissait et l'on percevait surtout le grondement de la cour d'école, un rugissement de monstre, prêt à engloutir les enfants. L'angoisse fit place à la peur, l'envie de s'enfuir pour étouffer les crampes qui lui barraient l'estomac. Comme un fait exprès, c'est toujours à ce moment que les mères proposaient quelque chose à manger, un aliment indigeste dans la plupart des cas. Un macatia par exemple. La boule de pain rond abandonnait sa saveur subtile pour devenir un étouffe chrétien. Tout s'enchaînait très vite, malgré les pleurs, les cris et l'insistance des mères qui tentaient comme elles pouvaient d'aller le plus loin possible avec leurs chérubins. Pour l'occasion spéciale de la rentrée, la direction postait le gardien de l'école au barreau principal. Le géant filtrait les entrées sous un œil sévère. Jardinier à son habitude, Croquant portait ce jour-là un costume noir rapiécé et une casquette. La coiffe trop petite pour lui conférer une quelconque autorité lui donnait un air ridicule. Mais personne n'osait rire de lui, bien trop effrayé par sa gueule de bagnard. Au pire, on le saluait bien bas sans s'arrêter plus longtemps devant l'entrée. Du coup, il n'y avait pas d'embouteillage devant l'école. On redoutait d'entendre une seule fois sa voix, grondement redouté de chaque élève. À 8 heures, le barreau était fermé à clé, la cour remplie, les maîtres d'école déjà alignés, et le directeur prêt à sonner la cloche. Pour le jour de la rentrée, il le faisait lui-même pour bien montrer à tous qu'il commandait, mais surtout qu'une telle autorité était un privilège à mériter. Il n'eut pas à la faire teinter longtemps. Les élèves se mirent en rang rapidement devant chaque classe où le maître se tenait au garde-à-vous. Cette année 1964 ressemblait aux précédentes. On pouvait même se dire que rien n'y avait vraiment changé depuis un siècle. Les pupitres en bois étaient les mêmes, les encriers remplis à la bouteille, les porte-plumes, les tabliers, les piquets, les armoires de science soigneusement refermées sur des bocaux de formol, des bibliothèques réservées aux professeurs, et même les bonnets d'âne rangés auprès des autres instruments de torture. La discipline n'était pas encore terrassée comme un 20 mots. L'élève, qu'il soit garçon ou fille, encourait une série de châtiments dissuasifs qui lui évitaient à coup sûr l'exclusion définitive de l'établissement. De cette redoutable autorité, Michel y trouvait des avantages, une protection. Il allait en avoir besoin. La classe rentra en silence. Chaque élève se dirigea naturellement vers son pupitre où l'attendait une ardoise à son prénom et nom. Tous debout, ils attendaient la fin du discours d'accueil du maître. Pour celui-ci, il fallait asseoir son autorité dès le premier jour, se montrer d'une intransigeance exemplaire. Le grand jeu était de trouver un premier turbulent qui servirait immédiatement d'exemple pour le reste de l'année. Chaque maître se montrait loquace, le temps de la visite du directeur. Il choisissait de faire asseoir ses élèves dans le but de les faire se lever à son arrivée ou de les laisser en pénitence pour traquer le premier qui se lasserait. Un seul soupir, et c'était le début de l'escalade. Et les punitions auraient pu faire l'objet d'un lexique fourni. Les 2 premières heures n'impressionnaient guère le petit Michel. Non, ce qu'il redoutait avant toute chose, c'était la première récréation, le grand saut dans l'arène. Chapitre 6. À 10 heures précises, un surveillant agita la cloche sous le préau. Monsieur le directeur se tenait à ses côtés, une véritable vigie à la mine sévère. À l'intérieur des classes, un grondement précédait la sortie des fauves. En moins d'1 seconde, la cour fut inondée.
Les plus timides vacillaient dans les coursives. Il était strictement interdit d'y séjourner le temps de la récréation. Résigné, Michel descendit au milieu des élèves. Tête basse, il sillonna quelques mètres pour s'éloigner de sa nouvelle classe. La joie de la délivrance était brève chez les grands, prompte à s'emparer d'une idée tordue à exécuter. Cette idée naissait souvent dans une tête abrutie par l'ennui. Un caf agité jeta son dévolu sur la tignasse rousse qui passait à sa portée. Il l'invectiva, l'injuria, finit par le pousser pour le faire réagir. Michel bouillonnait, il se contenait, serrait ses poings. 2, puis 3, plus encore se mirent à le bombarder de quolibets. Plus l'acharnement durait et plus les moqueries se changeaient en insultes. Certains montraient leurs crocs, d'autres essuyaient leurs jets de bave à la commissure des lèvres. Poil de carotte, caca moustique, la merde si ton gueule. Allez lave ton figure. S'enchaînaient rapidement les couplets avec les mères. Ton momo l'a chier si ton gueule. Ton momo bourre son cul avec carotte. Ton momo ricoque avec les diables. La surenchère durait malgré l'attroupement. Le directeur était retourné à son bureau avec pour consigne de ne pas le déranger dans son travail. Les 3 enseignants et les surveillants hésitaient encore à intervenir. Ils avaient tous remarqué l'attroupement et voyaient bien au-dessus des têtes. Tant qu'il ne s'agissait pas d'une bagarre, ils comptaient sur un apaisement naturel de la foule. Le plus jeune surveillant se fendit d'un sourire sadique, amusé par les hurlements des plus furieux. Son regard semblait dire « C'est normal, c'est un rouquin ». Monsieur Martinez, maître du CE1, reconnut son nouvel élève. Des crachats et des coups de pied volèrent. L'homme descendit dans la fosse pour se frayer un chemin à grands tours de bras. Les premiers se dispersèrent sans résistance. Au cœur du cercle le plus proche, les plus enivrés, prêts à toute résistance, dansaient encore comme des diables. Ils reprirent rapidement conscience sous quelques bonnes calottes distribuées avec adresse. Ces claquements précédèrent un silence. Les yeux bleus de Michel passèrent de la frayeur au soulagement. Mais M. Martinez le saisit par le col pour lui faire traverser la cour sous les rires grondants. Il était tellement plus simple, plus pratique et plus efficace de désigner la victime comme le fauteur de troubles. Par expérience, les enseignants connaissaient l'esprit revanchard et bestial de leur rouaille. Une fois dans la classe, M. Martinez relâcha son étreinte. Il lui désigna le piquet où le garçon alla immédiatement se poster. Le visage rouge, la mâchoire serrée, il retenait ses pleurs. La colère l'aidait à ne pas s'épancher. Le maître prit son siège avec un soupir bruyant. « Monsieur Michel Sentier, voilà un bon début d'année scolaire. Même au piquet, je suis sûr que vous vous sentez mieux, n'est-ce pas ?» L'enfant ne répondait pas, le regard vague, noyé dans la douleur. « Je ne pourrai pas vous garder ici toute la récréation, jeune homme. Il va falloir vous secouer, trouver une solution. Il faudra vous défendre. Vous voulez garder le silence ? Eh bien, soit. Vous attendrez ici la fin de la récréation. » L'enseignant toisa l'élève, se releva pour ressortir le visage fermé. Michel essuya rageusement les larmes qui perlaient sans son autorisation. Il pensait fixement à la prochaine bataille, l'heure abominable du déjeuner. Le réfectoire recrachait. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.